Bienvenue à Compte complet, notre balado hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Huson en compagnie de Marc Griffin. On va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même plusieurs sujets qu'on veut aborder. Les sujets ne manquent pas cette année, mon cher Marc. On a l'impression qu'on pourrait faire 2 heures, là. Mais on va commencer avec. On a parlé du manque d'attaque. On s'est attardé là-dessus. Je ne veux pas qu'on parle des raisons et tout ça, sauf qu'il s'est ajouté 2 autres matchs en point des coups sûrs. Ça en fait officiellement 4. 5, si on ajoute celui de Madison Bumgarner. Moi, ça ne te dérange pas, on va parler de 5, là. Je ne veux rien enlever aux 2 lanceurs. John Means connaissait une très bonne saison jusque-là. Wade Miley, c'est une autre chose. Marc, ce qu'on remarque, c'est que 2 gauchers qui ne lancent pas très, très fort, là. Ben, exact. C'est que là, on parle souvent de la puissance des lanceurs. Euh, et évidemment, les 95 plus, les retraits sur des prises, mais là, on parle de gars qui sont beaucoup plus finesse que Oui, puissance. Écoute, Alain, le débat reste le même. Il est oui, où l'ajustement des frappeurs? Il est, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'aspects du jeu. Tu sais, le baseball a beaucoup évolué. Bon, on a parlé de Moneyball, puis la valorisation des buts sur balle, puis le fameux, ce qu'on appelle le launch angle. Il y a plein d'aspects du baseball qui a changé au cours des dernières années, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec, bon, évidemment, beaucoup de puissance comme chez les frappeurs, mais où l'approche est complètement déraillée, là, si on se fie aux dernières années, en fait, peut-être aux 15 années auparavant, là, où il y avait vraiment un ajustement réel. Écoute, il n'y a pas si longtemps, Philippe Allo était gérant dans le baseball, là, et Philippe Allo, rappelle-toi, détestait les retraits sur des prises, puis on pourrait nommer plusieurs gérants qui pensaient la même chose que Philippe Allo. Moi, je continue à croire que malgré cette domination des lanceurs, encore une fois, cette année, en 2021, puis bon, tu as parlé des matchs en point de coup sûr et même celui là, de Madison Bumgarner, la responsabilité de tout ça, ce sont les frappeurs. Les lanceurs continuent de s'améliorer, les lanceurs continuent à faire bouger la balle, et oui, on lance plus fort, mais il faut que l'approche des frappeurs soit différente. Puis, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir, Alain, mais il y a eu pas un tableau, mais évidemment une espèce de recherche qui a été faite sur Mike Trout. Et Mike Trout, cette année, bon, domine à peu près toutes les catégories, encore une fois, en attaque dans la Ligue américaine et dans le baseball majeur. Et son fameux launch angle, qui était assez élevé au cours des dernières années, puis ça allait quand même relativement bien pour lui, mais cette année, plus que jamais, il est revenu un peu à l'angle, si tu veux, là, de ce que c'était il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'il frappe beaucoup plus de balles au sol, beaucoup plus de flèches, moins de balles en hauteur, donc moins de chandelles à l'avant-champ. Et tu regardes le résultat, c'est que Mike Trout est encore une fois parmi les meneurs. Est-ce que c'est l'exemple parfait parce qu'il est le meilleur joueur au monde? Mais je trouve ça intéressant que lui-même a décidé de modifier à nouveau ce launch angle pour revenir à ce que c'était avant la popularité de cette technique. Alors, est-ce que c'est peut-être le début de cet ajustement-là qu'on aura besoin de faire? Parce que ça reste, Alain, c'est pas un secret, là, ceux qui connaissent un peu la mécanique du frappeur, c'est que tu veux que ton bâton soit le plus longtemps possible dans la zone de contact. Parce que, évidemment, des balles à effet, tu peux être désynchronisé, mais quand même réussir à frapper une balle. Tandis que le fameux launch angle, donc tu donnes un angle pour frapper la balle un peu plus en hauteur, c'est que ton bâton est moins longtemps dans la zone de contact. Et ce qui fait en sorte qu'éventuellement, il y a beaucoup plus de retrait sur des prises. Alors, j'espère que tout ça va faire en sorte que les frappeurs, c'est peut-être, en tout cas, ce que je vois de Mike Trout, est-ce que c'est le début peut-être de revenir à ce que c'était auparavant, c'est-à-dire de mettre la balle en jeu un peu plus, sans enlever de la puissance, évidemment. as-tu l'impression que ce que Mike Trout, et là, je me fais l'avocat du diable, là, on a joué 1 mois et quelques, là, 5, 6 semaines. Est-ce que c'est vraiment à dessein que ces statistiques-là là, révèlent quelque chose sur Trout? Autrement dit, est-ce que l'échantillon est assez grand pour conclure que c'est vraiment une nouvelle façon de faire de Mike Trout? Je sais que c'est un gars intelligent, il trouve toujours des façons de s'améliorer. Cette année, ce qu'il accomplit, c'est comme si c'était possible de s'améliorer. Je trouve que c'est irréel ce qui est en train de. J'ai pas les mots, là. Les superlatifs me manquent là, pour évaluer son rendement cette année, parce qu'il est encore meilleur que ce qu'il a fait au cours des 10 dernières années, alors que tout le monde et toutes les statistiques sont à la baisse. Lui, trouve le moyen d'augmenter ce qui était déjà.
le meilleur dans le baseball majeur. Ça prendrait une autre ligue pour lui. Ben, écoute, écoute, l'échantillon est quand même assez intéressant. On va le voir sur Oui, une longue période, mais c'est quand même un changement assez abrupt de ce qu'il a fait par rapport à sur l'angle qu'il réussit à donner, évidemment, euh, à la balle lorsqu'elle quitte son bâton. Donc, ça reste à voir, mais c'est pas une affaire de 2 ou 3 là, c'est une affaire de oui, 15 de différence par rapport à ce qu'il fait. Donc, c'est sûr que c'est un élément qu'il a travaillé, qu'il a décidé de modifier quelque part pour mettre bon, plus de balles en jeu. Euh, et ce qui est intéressant, Alain, c'est qu'il a frappé beaucoup plus de roulants, mais avec la force avec laquelle il a frappé ces roulants, ils ont percé l'avant-champ. Parce que il n'y a pas longtemps, on disait que maintenant, dans le baseball majeur, le côté athlétique des joueurs d'avant-champ, c'est que tu frappes une balle au sol, t'es mort. T'es retiré parce que, bon, les gars sont tellement rendus bons. Et là, Mike Trout est en train, je dirais pas de prouver le contraire, parce que oui, l'échantillon n'est peut-être pas encore bon sur une saison, mais je trouve ça rafraîchissant de voir qu'il y en a qui tentent. Et là, c'est le meilleur joueur au monde qui est en train de modifier un peu la façon de faire les choses. Ça pourrait avoir une influence plus rapide sur le reste. Si jamais c'est encore plus convaincant, écoute, le gars a frappé 400 un bon bout de temps, il est à 370 présentement de moyenne, comme tu dis, il est en train d'amener ça à un autre niveau encore. Mais si le meilleur joueur au monde décide de modifier son approche, à quelque part, je pense que plusieurs devraient regarder, écouter et peut-être suivre la tendance. Euh, Parce que les lanceurs, ils vont continuer de s'améliorer. Là. La balle va continuer oui. de bouger. On a vu des lancers à 100 000 à l'heure, Alain, avec des balles rapides tombantes qui bougent de façon incroyable. Alors, il faut que les frappeurs, à leur tour maintenant, s'ajustent à ce qui se passe. Et j'espère que cette influence de Mike Trout va être pour de vrai dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Bon, puisqu'on on est du côté des Angels avec Mike Trout, au cours de la dernière semaine, il y a une nouvelle qui a secoué un peu le monde du baseball, je pense qu'on peut le dire. Albert Pujols qui a été libéré au moment où on se parle, il est encore avec les Angels. Pourquoi? Parce qu'il y a une période de 10 jours au cours de laquelle Pujols est disponible bon, au balotage. On s'entend, Marc, qu'il n'y a personne qui va le prendre parce que tu vas être prêt avec son salaire si jamais tu passes par là. Il pense que c'est inévitable qu'il sera joueur autonome dans quelques jours. Euh, la question que je te pose, avec ces contrats-là qu'on voit, puis on peut faire le parallèle avec Miguel Cabrera, est-ce que c'est possible que ça se termine autrement? Tous ces longs contrats-là, regarde Jacoby Ellsbury, c'est vrai que c'est des blessures, mais il y avait quand même une baisse de production dans le cas d'Ellsbury. Les Yankees, je ne devais même plus l'avoir dans l'entourage de l'équipe. Il y en a beaucoup de ce genre de joueurs. Ça ternit une fin de carrière. Ça prend 2, 3 ans après suite avant qu'on se rappelle des bons moments. Là. Mais est-ce qu'il y a moyen que ça se termine autrement? Moi, j'en vois pas, bien franchement. Là. Non, Alain, il n'y en a pas parce que tu peux pas à 40 ans avoir le même rendement que lorsque tu avais 28, 29 ans. Tu peux juste Mhm. pas. Et bon, il y a peut-être des exceptions. Là. Barry Bonds a peut-être été l'exception de tout ça, ou même à la limite David Ortiz là, qui a été bon jusqu'à la fin. Mais euh, puis, je veux dire, tu signes un contrat de 10 ans avec tous les millions qui viennent avec, ben, il se peut que ça se termine pas nécessairement bien. Puis je sais, bon, Pedro Martinez, il a dit, Pedro Martinez qui disait c'est épouvantable d'agir de la sorte devant Albert Pujols. Ben, c'est vrai que on doit beaucoup de respect à Pujols, mais en même temps, ben, on lui a donné beaucoup d'argent à Pujols. On lui a donné une chance de se faire valoir. Il a donné de bonnes années quand même aux Angels, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait fait avec les Cards. Mais je suis d'accord avec toi, Alain. Je ne vois pas comment tout ça peut bien se terminer avec un rendement qui justifie le salaire et un rendement qui va aider une équipe parce que le baseball, dans les 10 dernières années, a changé beaucoup. Et là, on a plus de lanceurs dans la formation, donc les joueurs de position qui deviennent un peu des réservistes, ben, doivent être polyvalents parce que tu n'as pas une tonne de frappeurs suppléants, tu n'as pas une tonne de coureurs suppléants, tu n'as pas une tonne de joueurs qui peuvent aller par mesure défensive au champ extérieur ou au champ intérieur. Alors, c'est sûr que tu te retrouves avec un Pujols. Qu'est-ce qu'il peut vraiment donner à part être un frappeur suppléant de temps en temps qui, bon, il faut le dire, a beaucoup ralenti, son élan est beaucoup plus lent qu'il était. Fait que non, je suis un peu d'accord avec toi. Je vois pas comment tout ça peut bien se terminer dans les circonstances où il y a une quarantaine d'années et il devient ce joueur vraiment unidimensionnel qui ne peut pas apporter beaucoup à Joe Madden, qui lui aime
faire beaucoup de changements dans une formation. Donc, le mariage n'était pas parfait avec Madden à ce niveau-là. Écoute, moi, je regarde les autres formations du baseball. Je ne vois pas qui pourrait prendre la chance, lorsqu'il deviendra joueur autonome, de dire on va te prendre parce qu'on a besoin d'un frappeur de puissance suppléant, parce qu'il ne peut pas donner beaucoup plus que ça. Ça me surprendrait malheureusement qu'une équipe euh, prenne le risque de le mettre sous contrat. Ceci étant dit, ça n'enlève rien à ce qu'il a fait, là, toute une carrière. On en a déjà parlé. Alain est un des meilleurs frappeurs droitiers du baseball pendant probablement une décennie ou presque, avec Miguel Cabrera. Mais les deux, malheureusement, vont avoir des fins similaires, selon moi. Écoute, tu m'avais fait remarquer au cours du week-end que Cabrera, pas Cabrera, mais Pujols, malgré tout, si on prend ses 162 derniers matchs, là, c'est bon, c'est quoi? C'est 29 coups de circuit, tu m'avais mentionné. Ça Ouais. demeure intéressant. Puis on en avait discuté un peu. Et les coups de circuit, c'est pas tout. Et comme tu le disais, c'est à peu près la seule chose qu'il est capable de donner au moment où on se parle. Est-ce que ce nombre de circuits-là est suffisant pour tenter une équipe? Ben, Bon, parce que moi, je- la seule chose que je peux voir dans son cas, c'est de continuer à jouer. Puis peut-être au mois de septembre, à ce moment-là, lorsqu'on augmentera le nombre de joueurs, pourrait aider une équipe. Est-ce que pour eux, ça va lui tenter de jouer dans le 3A, par exemple? je vais dire un nom. Je vais mentionner un nom, Alain, puis tu vas comprendre. Pablo Sandoval. Pablo Sandoval arrive avec les Braves, on l'embauche, bon, frappeur suppléant, il accepte son rôle. Il a déjà 4 coups de circuit comme frappeur suppléant. Il apporte donc une contribution quand même vraiment importante dans ce début de saison, en fait, dans le premier mois de la saison aux Braves. Est-ce qu'une équipe peut se dire, ben regarde, Pouros peut peut-être m'amener à ce niveau-là, aller être frappeur suppléant, pour aller chercher de la puissance? Alors, est-ce que c'est possible qu'une équipe le fasse? Absolument. Est-ce que Pouros va accepter de jouer au 3A? Absolument pas, selon moi. Alors, il va falloir. Alors, ça va être vraiment une discussion. Est-ce que Pouros va accepter euh, de jouer un rôle X ou est-ce qu'une équipe va accepter de lui garantir un poste? C'est là que je vois qu'il pourrait y avoir un conflit et que ça va peut-être être dur pour Pouros de s'entendre à ce moment-là euh, et d'avoir un emploi, là, si vous voulez, une espèce d'un emploi à temps plein, dans le sens qu'il va faire partie des 26 joueurs d'une formation. Malheureusement, je ne le vois pas présentement, mais bon, je ne suis pas dans le secret des dieux de chacune des 30 équipes du baseball, mais si Tony La Russa avec les White Sox dit, puis je pense que s'il y en avait un qui avait une connexion avec Pouros, c'est bien Tony La Russa dit, Oui. malheureusement, on n'aura pas de place pour lui. Je sais que les White Sox sont une très bonne équipe. Je ne sais pas. Je pense qu'on va faire plus. Il y a des équipes comme les Mariners là, qui vont rappeler le jeune Kelenic. On va faire la place à des jeunes beaucoup plus que, selon moi, un Ouais, vétéran comme Pouros. Mais bon, encore une fois, ça ouais. reste à voir. C'est mon opinion là-dessus. Mais malheureusement, il était un peu victime de ce fameux contrat-là et ben, ça se termine ainsi. J'aimerais ça être une victime comme celle-là avec ce salaire-là, mais ça, Il y a ça. c'est c'est pour une autre discussion. Marc, bon, c'est pas le premier vétéran là, qui prend, bon, qui décide de, bon, il n'a pas encore pris sa retraite, mais Jay Bruce a quitté. Là, il y en a un autre, deux autres dont j'aimerais qu'on parle brièvement. Le Todd Fraser qui a tenté un retour, là, qui vient d'être, bon, qui sera libéré probablement par les Pirates de Pittsburgh. J'ai l'impression que ça sent la fin. Bon, il a joué avec Jay Bruce pendant quelques saisons, deux frappeurs de puissance qui ont personnifié, dis-je, les Reds pendant plusieurs saisons. Je ne suis pas sûr qu'on le revoie dans le baseball majeur, Todd Frazier. Et l'autre, c'est Jordan Zimmerman. Les Brewers lui ont permis de terminer sa carrière pratiquement chez lui. Il est originaire du Wisconsin, deux présences en relève qui laissaient présager que ça ne durerait pas très longtemps, là. C'est quand même deux belles carrières là, pour deux joueurs sur lesquels on s'est fié beaucoup. Pas chez les Tigers, là, mais chez les Nationals de Washington, God Zimmerman, et chez les Reds pour Todd Frazier. Ben, écoute, dans le cas de Todd Frazier, moi, ce que j'admire, c'est que bon, évidemment, il a fait son argent, là, on va se le dire. C'est un gars qui a fait beaucoup Mhm. d'argent dans sa carrière. Mais il avait encore le plaisir de jouer. Tu sais, lui, Ouais, il jouait parce qu'il aimait le baseball. Donc, c'est ça, c'est une triste fin parce que lui, il veut jouer encore. Puis je ne serais pas surpris, Alain, qu'on entende parler de lui qui ouais. joue dans une ligue quelconque ou quoi que ce soit. Il aime être sur un terrain de baseball. Euh, bon, je pense que ça va être difficile pour lui de le faire au niveau des majeurs maintenant, mais Mhm. je trouve ça admirable dans son cas. Dans le cas de Zimmerman, ben, on a aussi ses difficultés. Il y a eu un peu de blessures aussi. Tu sais, Alain, lorsque tu atteins une dizaine d'années dans le baseball majeur, c'est que tu as fait quelque chose de bien. Il faut se rappeler que la moyenne
une carrière, c'est près de 4 ans hein, et un peu moins. Là. Mmh. Alors, tu sais, oui, on pense aux grandes vedettes, que ce soit Trout ou Lindor ou Pujols qu'on vient de parler, que les autres font des 10, 15, 20 ans. Mais il y a beaucoup de joueurs qui font qu'un an ou deux ou trois qui passent. Alors, lorsque tu as une carrière d'une bonne dizaine d'années dans le baseball majeur, vous comprendrez que c'est quand même toute une carrière que ces gars-là ont accompli. Donc, chapeau, Zimmerman, ça a été plus difficile vers la fin, mais il a connu ses bons moments aussi. Mmh. Mais Todd Frazier, ben, qui a remporté aussi la compétition des circuits lors des matchs Ouais, des étoiles. Donc, une carrière quand même bien remplie pour les deux. ouais. Maintenant, on va regarder, j'aimerais ça qu'on parle de 2 équipes dans la Ligue nationale, qui vont très, très bien. Il y en a une, c'est peut-être moins surprenant, je parle des Cards de Saint-Louis. On parlait d'une section, qui bon, il y a 2 ans, c'était une des meilleures du baseball majeur, peut-être même jusqu'à l'an dernier, c'est ce qu'on prétendait et cette année, il n'y avait pas beaucoup d'attentes. On se disait même que ça va peut-être se remporter à 90 victoires dans cette section-là et que il n'y aura probablement pas d'équipe repêchée dans la section centrale de la nationale. On voyait dans l'Est et dans l'Ouest des équipes qui étaient pas mal supérieures à ce qu'on voyait. Sauf que les Cards sont en train de, sont en train de partir. Je regarde les équipes qui sont derrière. Là. J'ai beaucoup de difficultés à voir qui pourrait menacer les Cards de Saint-Louis. Il y a les Reds qui ont montré de bonnes choses, là, mais bien franchement, j'aime beaucoup. Dylan Carlson va bien. Tyler O'Neill vient de se réveiller. Il y a le jeune Williams qu'on aime bien, qui est très athlétique. On a, je ne dirais pas un surplus de voltigeurs. Et en plus, ben, il y a des lanceurs partants là, qui sont redevenus efficaces. Flaherty se comporte comme un numéro un. Carlos Martinez aussi. Bref, euh, tout fonctionne présentement chez les Cards. Et j'ajouterais Nolan Arenado, je veux dire, qui commence à se sentir un peu plus à l'aise avec les Cards. On les avait mis premiers en début de saison, Alain, et je pense qu'on a visé juste à ce niveau-là. C'est une équipe. Bon, les Cards, année après année, là, trouvent le moyen, mais là, cette année, on sent vraiment qu'on est parti. Même Adam Wainwright, je lance encore, il en donne suffisamment, certes, pour aider cette équipe-là. J'aime beaucoup ce que je vois avec les Cards de Saint-Louis. Bon différentiel. Encore une fois, tu sais, je reviens à Renado. Il n'est pas le seul responsable. Tu as nommé un paquet de joueurs là, qui vont très, très bien, Oui, mais ça reste un joueur de franchise. Ça reste un joueur qui a transporté les Rockies pendant tant d'années, qui se retrouve dans une ville de baseball. Petite adaptation au départ, mais là, tranquillement, pas vite, sa moyenne augmente. On a vu déjà des beaux jeux en défense. Ça va juste continuer de s'améliorer dans le cas d'Arenado. Donc, vous imaginez avec Goldschmidt, puis moi, j'aime, ben, écoute, je vois pas comment. Il y a trop de failles dans les autres équipes. On voit les problèmes des Cubs. Ça n'a pas frappé beaucoup en début de saison. Les Brewers ne frappent pas malgré qu'on lance très, très bien. Il y a trop de failles dans les autres équipes présentement. Tu as parlé des Reds, mais c'est pas parfait non plus. J'ai l'impression que les Cards ont pris le premier rang là, d'assaut, puis j'ai l'impression qu'ils vont conserver ce premier rang-là pendant un bon bout de temps. ouais, mais dans le cas d'Arenado, l'inquiétude, je ne parle pas du Colorado, je te parle de quelqu'un qui a passé plusieurs années dans une équipe, puis dans l'Ouest en plus, et je fais le parallèle avec Paul Goldschmidt, pour qui ça a pris du temps avant de s'ajuster à Saint-Louis. L'Arizona aussi, c'est un environnement qui est propice aux frappeurs. Et Goldschmidt, écoute, ça n'a pas été évident. On s'est fait critiquer en raison du rendement de Luke Voigt aussi à Saint-Louis. On a payé la différence entre les deux salaires, là, était quand même assez importante, là, puis la différence de rendement aussi. Donc, je pense qu'il y avait des inquiétudes qui étaient légitimes quant à la transition d'Arenado de passer de l'Ouest de la nationale et dans un environnement offensif à Saint-Louis. Vrai, vrai. Par contre, tu vas toujours échanger, moi, ce que je dirais bien ça, tu vas toujours échanger peut-être un rendement qui est un peu en deçà de ce que tu as démontré pour jouer pour une équipe gagnante. Je ne sais pas si tu vois le parallèle, c'est que là, les Mhm. Cards gagnent, on joue en équipe. Alors, on ne se fie pas uniquement sur Goldschmidt, on ne se fie pas uniquement sur Arenado. Tu as parlé là, des progrès de certains joueurs. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça qu'on joue à Saint-Louis. On a toujours eu des bons joueurs, on a toujours su amener des bons joueurs, mais on ne se fie pas uniquement sur ce joueur. C'est une des équipes. Le sport, le baseball est un sport d'équipe très individuel, mais ça reste qu'à Saint-Louis, c'est vraiment un apport d'équipe. Tu sais, on ne se fie pas à une personne. Alors, je pense que ce soit Goldschmidt ou Arenado, on est peut-être conscient que, OK, on n'aura peut-être pas les chiffres qu'on avait, mais si on est capable d'avoir notre contribution, mais qu'on échange ça contre le fait qu'on joue pour une équipe qui va toujours aspirer à la première place, tu sais, l'athlète va l'accepter, ça.
La journée que, évidemment, que tu n'as pas nécessairement un bon rendement, puis ton équipe est aussi dans la dernière place, ou bon, là, c'est quelque chose de différent. Mais la, la mentalité, la façon dont l'organisation est gérée, la façon, il y a un autre terme que je cherche, là, mais la façon dont les Cards jouent, ben, pour ça que beaucoup de joueurs, même s'ils n'ont pas nécessairement le succès qu'ils avaient ailleurs, mais leur contribution est quand même fort importante parce que c'est un travail d'équipe. Et je pense qu'à Saint-Louis, on le prouve chaque année, en fait. Là, et ça va faire en sorte qu'à la fin de l'année, Alain, tu vas voir les Cards vont finir premier. Arenado et Goldschmidt vont avoir de très bonnes saisons, pas à la hauteur qu'ils ont connue au cours des dernières années avec leurs équipes respectives, que ce soit Diamondbacks dans le cas de Goldschmidt ou les Rockies dans le cas d'Arenado. Mais tu vas finir premier, puis tu vas rentrer en série avec des gars qui veulent aller à la guerre pour toi. Donc, c'est pour ça que ça m'inquiète moi un peu. Ouais, je veux qu'on parle un peu de la façon de faire des cards. Je sais que dans un de nos reportages, cette année, on a parlé des cards. À chaque fois qu'on amène quelqu'un, c'est quelqu'un qui se moule à la philosophie des Cards de Saint-Louis, puis on se trompe pas souvent quand on amène quelqu'un. Tu sais, on a amené un Matt Holliday dans une transaction. Holliday a décidé de rester avec les Cards de Saint-Louis. Ça a été un mariage, oui, un mariage parfait. Ça a été la même chose avec d'autres joueurs qui se sont amenés à Saint-Louis à certains moments. Carlos Beltran en est un autre exemple. Il y en a plusieurs. Bon, Darryl Kyle, si on remonte un petit peu plus loin, je pense à Larry Royce Walker, Clayton, Larry Walker, Royce Clayton, comme joueur d'Areco, qui avait des gros souliers, c'est lui qui a remplacé Ozzie Smith. Et Clayton, qui est peut-être un des joueurs d'Areco défensifs les plus mésestimés, je te dirais, des 20 dernières années dans le baseball majeur. On a l'impression que le deuxième étage, ça, comme je te dis, ça dure depuis 20 ans. On amène quelqu'un, puis ce joueur-là va se mouler très, très bien au sein de l'équipe. Tu dis, oui, tu as l'impression que ce gars-là, ça fait 6 mois qu'il est là, mais qu'il fait partie de l'équipe depuis 20 ans. on a une mentalité organisationnelle très forte. C'est très bien ficelé du côté de Mhm, Saint-Louis. Je veux dire, la dernière fois, Alain, tu as entendu un joueur se plaindre du climat à Saint-Louis? mhm. Jamais. Tu sais, je veux dire, Ouais. jamais. Il y a une manière de faire. Tu sais, chaque organisation a vraiment sa personnalité. Dans le cas des Cards, c'est celle-là. Et bravo aux vétérans qui continuent. Tu sais, Ouais. on parle souvent de l'implication de vétérans, mais que ce soit un Molina ou un Wainwright, les gars que ça fait longtemps qu'ils sont là, c'est eux qui font en sorte qu'on s'assure que la prochaine génération va poursuivre dans cette façon de faire. Puis il n'y a rien de mieux lorsque tu fais partie d'une transaction où, évidemment, tu es un nouveau joueur qui arrive, peu importe la façon que tu arrives dans l'organisation, tu es le bienvenu, tu es inséré, tu rentres dans le moule. Un peu penser même au Rays à quelque part. Tu t'en vas avec Tampa Bay, tu sais à peu près dans quoi tu t'embarques. Saint-Louis, c'est la même chose où tu le sais dans quoi tu t'embarques. Mais force est d'admettre qu'il faut lever notre chapeau à l'organisation parce que c'est Mhm. vrai que les joueurs qu'on va chercher pour 1 an, pour 2 ans, peut-être pour 3 ans maximum, viennent toujours remplir un besoin et ça fonctionne du côté des Cards. C'est pour ça qu'année après année, on n'est pas capable de dire les Cards, ça ne marchera pas cette année. C'est pas vrai. Ouais. Il y a toujours une manière de faire qui Mhm. fait qu'on est dans la course. Bon, l'autre équipe dont je veux parler, là, c'est tout à fait l'opposé des Cards quant aux attentes. Je dis bien quant aux attentes parce que le rendement des Giants de San Francisco cette année, euh, je te lance la question tout de suite. Ça vient d'où? Et est-ce que ça peut durer? Écoute, tu sais, tu regardes la formation. C'est probablement une équipe des plus vieilles du baseball. Là. Si tu regardes de 1 je vais dire de 1 à 8, là, je vais exclure les lanceurs, même si on pourrait en inclure quelques-uns qui sont aussi vieillissants. Là. Mais c'est tous des gars qui ont encore à donner. Tu sais, je regarde Evan Longoria depuis le début de la saison. Mhm. Fantastique. Je veux dire, il fait le travail. C'est un bon troisième but. Met la balle en jeu. Buster Posey, avec une année de repos l'an dernier, pratiquement, on a l'impression qu'il a rajeuni. Euh, c'est surprenant parce qu'au cours des dernières années, c'était plus difficile. Puis là, on a l'impression que tout le monde en donne un petit peu plus. Puis là, il y a la vraie question, effectivement, Alain, est-ce que ça va durer tout ça? Le passé nous permet de croire que non, mais j'aimerais ça être surpris. J'aimerais ça, moi, voir les Giants rester parce que
Bon, je sais que le différentiel, encore une fois, n'est pas une statistique qui nous fait foi de tout, mais écoute, on est parmi les meilleures équipes à ce niveau-là. On est devant les Padres et devant les Dodgers. On joue sans réelle pression parce que tout le monde nous a mis certainement au moins troisième, sinon quatrième ou cinquième dans la ligue. C'est peut-être une manière pas pire de faire. Ceci étant dit, on n'a pas encore un très grand réseau de filiales. C'est pas encore, on ne peut pas dire qu'on a 4-5 jeunes qui s'en viennent, puis là, soudainement, il va y avoir une belle transition avec ce qui se passe présentement. Mais on gagne. Alors, écoute, on est dans le sport pour gagner. Les vétérans font, comme je l'ai mentionné, des gars comme Longoria, entre autres, font un travail plus connaître. Puis malgré quelques blessures importantes aussi à certains joueurs, alors, je trouve ça bien. Mais on va profiter de ça. Mais honnêtement, je pense pas que ça va durer, mais jamais beaucoup plus positif que réaliste en disant que hey, pourquoi pas? Parce que, comme les Red Sox un peu, Alain, quand le fun commence à être pris dans un clubhouse, dans une équipe, ça va prendre une méchante débarque avant qu'on en ait moins de fun. Alors, pour l'instant, Ouais. là, on carbure à ça. On gagne des matchs serrés, on gagne des matchs à haut pointage. On bat tout le monde de différentes façons présentement. Ça, dans le sport professionnel, c'est la meilleure recette. Puis, je vais te dire une chose, si ça peut se poursuivre encore pendant une couple de semaines, ben là, on va pouvoir vraiment jaser de dire, ben là, ils sont à prendre au sérieux jusqu'à la fin. Là. Oui, effectivement, il y a Solano qui est peut-être le plus gros absent là, chez les Giants, lui qui a été parmi les meilleurs frappeurs de la Ligue nationale l'année passée. Il y a Alex Dickerson qui va très, très bien. Et on a acquis Mike Talkman. Ça fait 2 ans qu'on a besoin de voltigeurs. D'ailleurs, ça m'étonne, Marc, que tu n'aies pas reçu d'appel compte tenu de l'âge des Giants. Je me suis dit que il me semble que tu te serais bien entendu avec cette équipe-là là, pour la saison. Euh, Écoute, on a l'impression d'en parler à chaque semaine, mais là, les Mets de New York, je ne sais pas s'ils ont poussé ça à un autre niveau. Les Mets, cette semaine, ont été au cœur d'une controverse à l'interne. C'est pas si grave que ça, Marc, mais c'est parce que ça me rappelle, moi, ce qui est arrivé à l'époque de Bobby Valentine. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais il y a eu une commotion dans le vestiaire et là, on a dit, ben, finalement, c'est un rongeur là, qui a créé cette commotion-là, alors que, bon, on a appris par la suite que c'était pas ça du tout qui était arrivé, mais plutôt qu'il y avait eu une discussion assez corsée entre les deux joueurs de milieu d'avant-champ, Lindor et McNeil, sur un jeu où il y a eu une confusion la demi-manche précédente. Qu'il y ait des discussions corsées, c'est une chose. Il y en a eu dans le passé. On pourrait nommer de nombreux exemples. Ça arrive à chaque année de toute façon, comme dans n'importe quel milieu de travail où il y a plusieurs personnes qui sont en interconnexion. Mais de jouer ce jeu-là, Marc, c'est pas là, mais j'ai comme l'impression que juste au Mets de New York que ça peut arriver. Là. Ben, ce que je trouve triste dans cette histoire, c'est que on a cru pendant quelque temps que cette mentalité-là allait changer chez les Mets. Tu l'as dit, ça va arriver dans chacune des équipes où il va y avoir un conflit à un moment donné entre deux joueurs. Je veux dire, c'est pratiquement inévitable. C'est la façon dont on va régler ça. Puis je sais que les médias à New York sont un peu plus présents que bien d'autres marchés. Mais là, d'inventer une histoire pour cacher quelque chose, tu sais, je pense qu'en 2021, là, c'est de jouer un jeu qui est dangereux. Puis j'aurais pensé que les Mets, bon, avec une nouvelle organisation, un nouveau propriétaire, bon, l'arrivée de Linda, tu sentais qu'il allait y avoir quelque chose, une espèce de renouveau. On retombe dans les vieilles habitudes d'un conflit. Puis là, on a gonflé ça beaucoup plus gros que ça l'est probablement réellement. Ça dérange. T'as beau me dire, Alain, ça dérange. Lorsque ça sort public, ça dérange. Lorsqu'on regarde ça à l'interne, là, tu sais, les gars, là, c'est pas hyper rancunier. Là. C'est qu'à un moment donné, là, OK, on se parle, là, puis c'est réglé, puis le lendemain, on recommence. Mais là, avec la sortie publique de tout ça, puis que c'est un rongeur qui était tellement gros que ça a fait tu sais, je m'excuse, mais Caroline, pourquoi s'en aller là encore? Alors, ça va faire en sorte qu'on en parle encore aujourd'hui, que ça fait plus d'une semaine ou presque, puis ça dérange. Tu n'es pas focusé à 100% sur le jeu. Ouais. Tu es en train encore de discuter d'une histoire qui aurait dû se régler en à peine quelques minutes. C'est ça le danger avec les Mets de New York. Et écoute, j'ose croire que malheureusement, ben, comme tu l'as dit, ça n'arrive qu'aux Mets, ce genre d'histoire-là. Puis malgré le changement d'organisation, ou changement de propriétaire, ou changement, ben ça va rester comme ça.
On va construire un nouveau stade, je pense que c'est peut-être ça dont on a besoin et de l'envoyer ailleurs que là, en tout cas, on n'a pas besoin de ça. On va finir ce segment-là sur les Mets de New York. Ce que je me demande, c'est avec quoi on va arriver la semaine prochaine, là. Bon, la seule bonne nouvelle, je te dirais, dans les derniers matchs, Linda semble avoir retrouvé ses repères un peu à l'attaque. C'est peut-être la meilleure nouvelle qui peut arriver chez les Mets de New York. Ouais, sauf que Jacob deGrom sur la liste des blessés, on dit que c'est pas très grave, mais ça reste le meilleur lanceur du baseball actuellement et qui n'est pas en uniforme. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Mets. Bon, et dernier sujet, on va parler des Blue Jays de Toronto. C'était une semaine correcte. On jouait à Houston et à Oakland. C'est jamais facile de jouer dans l'Ouest et surtout quand, bon, disons-le, Marc, c'est quand même un long voyage. Jouer une seule équipe dans l'Ouest quand tu voyages, tu t'en vas à Houston. Oui, on est dans la même section, mais c'est pas à la porte, là, Houston et Oakland. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, c'est Seattle qui accumule les plus longs air miles en cours d'une saison. Oui, Ils sont tout seuls dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, eux autres. Ils ont hâte au réalignement, eux autres, pour pouvoir jouer plus souvent avec les Dodgers, pas avec les Giants et les Padres. Ceci étant dit, c'était une bonne semaine pour les Blue Jays. C'était une bonne semaine pour certains joueurs. Et là, s'il y en a qui pensaient, bon, on va attendre un peu dans le cas de Vlad Guerrero Jr., je pense qu'on est en train de voir celui qu'on attendait il y a 2 ans quand il est arrivé dans le baseball majeur. Et là, on ne se posera pas la question de savoir, bon, finalement, c'est un vrai prospect ou c'est un suspect. bon, là, je pense que c'est assez évident ce qui se passe. Et je vais vous dire une chose. On peut parler de son attaque parce que ça va très, très bien, là. Mais moi, j'aimerais ça qu'on souligne son jeu en défense. Te rappelles-toi, Alain, on a parlé en début de saison, est-ce que tu sais, à l'âge de 22 ans, tu deviens déjà un frappeur de choix, tu es déjà étiqueté frappeur de choix. Je ne trouvais pas ça tellement bon ou rafraîchissant pour les Blue Jays, tu sais. Et là, ben, Vlad a pris les choses en main. Bon, non seulement on en a parlé aussi, c'est que physiquement, il s'est pris en main durant l'hiver, il est arrivé en bien meilleure forme physique. Et moi, je le trouve très habile au premier but. Je m'excuse, mais puis le premier but, ça devient tellement. C'est le meilleur ami de tes joueurs à l'avant-champ, hein, parce que combien de balles vont toucher le sol, combien de balles vont être pas lancées de façon bon, précise. Le premier but joue un rôle crucial là, dans le baseball d'aujourd'hui. Et Vlad, il m'impressionne. Je suis content, je le vois plus habile, plus confiant. Est-ce qu'il va faire des erreurs? Absolument. Est-ce que c'est un gandard maintenant? Non. Est-ce qu'il peut le devenir? Assurément, il peut le devenir. Moi, j'aime la façon dont il bouge, même si c'est un gars euh, qui a un certain physique. Je trouve qu'il a beaucoup de belles habiletés, assez agile, est capable de faire le grand écart au premier but. Je trouve qu'il s'est approprié de cette position-là plus rapidement que je l'avais anticipé. Puis ça me rend heureux au point où je me demande si à quelque part, il ne pourrait pas retourner au troisième but. Je trouve qu'il bouge assez bien au premier but. Là, je ne vous dis pas qu'il va devenir le prochain troisième but demain matin, mais moi, il me donne confiance de réessayer peut-être cette expérience-là de jouer au troisième but du côté des Blue Jays de Toronto. C'est à ce point la qualité de son jeu en défense à ce niveau-là. Puis c'est une bonne nouvelle parce qu'à 22 ans, il est capable de jouer là. Et selon moi, ben, ça pourrait permettre aux Blue Jays, parce qu'on va se le dire, le Biggio troisième, c'est pas sa position naturelle. J'aime ce que je vois par contre de l'avant-champ des Blue Jays. Encore une fois, c'est jeune. Simeon est un peu le vétéran là-dedans au deuxième. Bichette va continuer de faire des erreurs malgré ses habiletés. Mais je trouve que c'est une option qui pourrait s'ouvrir aux Blue Jays de Toronto. Là, je ne vous dis pas peut-être, encore une fois, là, ça prend des exercices, puis ça prend du temps. Mais moi, il me démontre au premier but, en défense, qu'il est peut-être capable d'avoir un autre essai au troisième but éventuellement. Oui, et en fait, tu as devancé ma prochaine question. C'était à savoir s'il pouvait retourner au troisième but. Et des joueurs avec un tel physique qui ont joué au troisième, moi, il y en a deux qui me viennent en tête, là, mais principalement Charlie Hayes. Charlie Hayes a joué au troisième but toute sa carrière avec un physique qui ressemble un peu à celui de Vlad Guerrero. Carey Pendleton aussi en fin de carrière C'est l'autre joue au que j'avais en troisième tête. avec. Oui. Bon, tu sais, alors, mais là, il y a 22 ans, Vlad. Et avec cette perte de poids, beaucoup plus agile, beaucoup plus habile. Moi, j'aime ce que je vois. En tout cas, comme j'ai mentionné, j'abandonnerai pas le projet. Moi, j'étais les Blue Jays de Toronto, de dire Vlad, c'est terminé au troisième.
Puis son coup de bâton, ben, tu sais, on a souvent dit, je me rappelle qu'on avait dit de Vlad, parce que souvent, là, avant qu'il arrive vraiment à temps plein dans le baseball majeur, les gens disaient, décrivez-nous Vladimir Guerrero Junior. Et je disais, je pense qu'il a les habiletés de son père avec un peu plus de discipline. Il ne faut pas oublier que des jeunes de 22 ans actuellement, la grande majorité des joueurs de 22 ans ne sont même pas au niveau professionnel. On est encore la dernière année au troisième ou quatrième année à l'université. Donc, ce qu'il fait à 22 ans dans le baseball majeur, pour moi, c'est remarquable. Alors, est-ce qu'il est capable de poursuivre avec cette belle discipline-là? Moi, je pense que Vlad est très impressionnant. C'est un des frappeurs qui a le plus de balles frappées de 100 000 à l'heure et plus là, lorsque la Ouais. balle quitte son bâton de tout le baseball. Euh, il est en train d'accomplir de belles, belles choses. Puis je pense qu'on a évidemment pas. C'est juste la pointe qu'on a vue, parce qu'à Ouais. 22 ans, là, imagine-toi, lorsqu'il va avoir encore un peu plus d'expérience, s'il garde une bonne forme physique, ce gars-là va être impressionnant tantôt. Là. Oui, effectivement. Puis tu parles de la vitesse de contact de Guerrero. Même l'an passé, s'il n'y avait pas eu de chiffres impressionnants, euh, il était parmi les meneurs là, quant à la vélocité avec laquelle la balle partait de son bâton dans le baseball, dans, dans le baseball majeur. Donc, malgré des chiffres qui n'étaient pas impressionnants, il y avait quelque chose à voir de ce côté-là. Là. Il y a des chiffres qui mentent, il y a des statistiques qui ne mentent pas. C'est pour ça que lorsque tu as un gars qui est dans Ouais, une profonde léthargie et tu sens que la balle ne sort pas du bâton, c'est encore pire. Lorsqu'il y a un gars qui est dans mhm, une léthargie, mais oups, tu vois des balles sortir du bâton à 99, 100, 102, 103, tu le sais qu'il va s'en sortir. Comme Freddie mhm, Freeman semble vouloir s'en sortir, Alain, au cours de son ouais, dernier match de dimanche, là, la balle est sortie précise. Donc, il y a des choses qui ne mentent pas. Dans le cas de Vladimir Guerrero, la constance avec laquelle il frappe la balle d'aplomb, je pense, nous assure qu'il est sur la bonne voie. ouais. Ben, écoute, on suivra ça évidemment. Les Blue Jays qui se maintiennent malgré bon, des défis, il faut bien le dire, quant aux lanceurs partants. Il y a Ryu qui est revenu, mais pas avec le rendement attendu. Bref, de toute façon, les défis, toutes les équipes en ont. Et en tout cas, on va voir comment ça va se dérouler. Et parlant de l'Est américaine, ben, d'ailleurs, on va voir 3 équipes de l'Est américaine au cours de la semaine. Ce mercredi, on vous propose un match entre les Yankees de New York et les Rays de Tampa avec ce qui s'est passé en septembre et octobre l'année passée. Je Mhm. pense que c'est une série qui promet. Et le lendemain, on aura un match ce jeudi entre 2 meneurs de section, les surprenants Red Sox de Boston face aux Aces d'Oakland. En terminant, Marc, est-ce que tu es surpris du rendement de ces 2 équipes-là? Agréablement surpris, très heureux Oui, d'ailleurs. Le baseball a besoin des Red Sox dans la course dans la oui, division S. On dira ce qu'on voudra. Mais je suis content aussi de voir les A's, parce que la manière dont ils gèrent leur organisation, moi, je trouve ça toujours oui, rafraîchissant de voir le gars, puis de voir Olson frapper de la sorte aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu Semien et ils ont perdu leur releveur numéro un. Alors, oui, et l'arrivée est quand même mener la division à ce stade-ci. Ce sont les Aces. Tant mieux. oui. Et ils ont eu la main heureuse en mettant la main sur, justement, sur Cole Irvin. Tu l'as vu lancer, Marc, un autre exemple d'un gaucher qui lance pas si fort que ça, mais qui est capable d'aider une équipe. On ne le dira jamais assez. Ouais. Ben voilà ce qui complète ce balado. On vous souhaite donc rendez-vous pour ces 2 matchs qu'on vous présente ce mercredi et jeudi. Quand ça compte complet, ben, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bon baseball.